Eh bien, le bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon jeudi. Soyez les bienvenus. Alors, comme d'habitude, on se retrouve en compagnie de notre fameux Néther à colorier et de l'Atlas du Néther pour parler aujourd'hui. Alors, on va évoquer deux sujets. On va parler aujourd'hui, des os longs, de la cuisse et de la jambe. Mais ça fait plusieurs lives qu'on parle d'os, et jusque-là, on n'a pas parlé ensemble de la structure et de la classification au niveau histologique, au niveau du tissu. C'est quoi un os? Comment c'est constitué au niveau cellulaire? Donc on va voir un peu ça ensemble, comment ça s'organise au niveau anatomique, mais plus microscopique. On dira ça comme ça. Donc on a un vaste sujet là ce matin. Chaque fois je dis le matin, mais on est presque le midi, à aborder. Donc accrochez-vous. J'ai aussi pris mon Marieb, qui est un livre qui réunit à la fois l'anatomie et la physiologie humaine. Donc ça pourra aussi bien nous aider. Parce que moi aussi, ça va me faire des sacrées révisions. Je vais aller chercher des choses qui sont rendues sûrement très loin dans ma mémoire. Et on est parti ensemble. Alors, hop. Comme d'hab, je me recale. Voilà. Alors, on va faire hop là, notre petite lecture. Alors, l'os est une spécialisation du tissu conjonctif. Donc déjà, on apprend là que l'os fait partie du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est surtout des tissus de soutien. Il est composé de cellules et d'une matrice. La matrice est minéralisée avec du phosphate de calcium. Voilà, les os, c'est calcifié, c'est pour ça qu'on les voit à la radio, d'ailleurs. C'est des cristaux d'hydroxyapatite. Et ça lui donne une texture très résistante. Et ça constitue un important réservoir de calcium. Voilà, les os sont là pour nous donner notre rigidité, notre solidité, pour qu'on puisse se déplacer dans l'espace. Voilà, nous ne sommes pas des invertébrés ou des mollusques, nous sommes bien des vertébrés, donc nous avons des os calcifiés pour nous permettre tout ça de nous déplacer. L'os est classé en deux types de structures. On a l'os qu'on dit compact. L'os compact, c'est du tissu osseux dense et c'est lui qui est à la périphérie de l'os. Cet os compact, il fait le tour. C'est la lame qu'on voit autour de l'os. Et l'os spongieux, qui lui, comme son nom l'indique, c'est du tissu spongieux, il est caractérisé par un lacis de trabécules ou de spicules de tissu osseux. On voit, c'est spongieux comme une éponge. Il y a plein de travées. C'est comme une trame, un maillage à l'intérieur. Donc c'est comme un lacis, il y a plein voilà, c'est des mailles. Ou un lacis de trabécules ou de spicules. Voilà. Et c'est présent au niveau des épiphyses et des métaphyses des os longs. On va voir précisément qu'est-ce que ça veut dire maintenant, épiphyse et métaphyse. L'épiphyse, on voit c'est écrit là, ce sont les extrémités et c'est recouvert par le cartilage en général. Donc c'est l'extrémité en haut et en bas, donc proximale et distale. Là on est sur un fémur, ça c'est la partie qui va former la hanche avec le bassin, donc on est à la partie proximale du membre. Ça, c'est l'épiphyse proximale. Et là, on va avoir l'épiphyse distale qui est à distance. Hop, on en avait parlé. Alors, si je vous retrouve... Voilà. On en avait parlé sur cette planche. Le proximal, c'est proche de la racine. Et le distal, c'est à distance du membre.
Donc ça, c'est les épiphyses, c'est les extrémités. Voilà. Et la métaphyse, c'est situé entre l'épiphyse et la diaphyse. La diaphyse, c'est le corps, c'est le milieu de l'os. Vous avez épiphyse supérieure, épiphyse inférieure, la diaphyse de l'os long et la zone intermédiaire qui a là en deux, ce qu'on appelle la métaphyse. Elle est donc située entre la diaphyse et l'épiphyse. Il s'agit de la région de l'os, d'allure conique. C'est adjacent à la zone de croissance. Voilà, alors est-ce qu'ils nous l'ont montré exactement la zone de croissance? Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'os, il va pousser au niveau du cartilage de conjugaison. Et souvent, c'est situé au niveau de la métaphyse, justement. C'est à la jonction entre l'épiphyse et la diaphyse. Ici, vous allez avoir la zone de croissance de l'os. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Je regarde s'il nous montre des schémas où on voit éventuellement les zones de cartilage de croissance. Je regarde en même temps. Voilà. Là, on va le voir. En fait, c'est ces zones qu'on voit avec une légère trace blanche là. On le voit sur ce schéma. Au début, l'os, c'est essentiellement cartilagineux avec un petit point, un petit noyau d'ossification. Et plus ça va s'étendre, ce noyau. Les vaisseaux vont arriver pour irriguer. Donc là, on va avoir l'épiphyse supérieure, l'épiphyse inférieure avec son point d'ossification aussi, la diaphyse qui commence à s'ossifier au milieu. Et après, eh bien, on se retrouve avec la partie cartilagineuse qui est seulement ici. Donc l'os, au bout d'un moment, il ne poussera plus qu'à partir de ce cartilage-là, puisque tout le reste va s'ossifier avec les points, petit à petit. Et cette zone-là, on appelle ça le cartilage de croissance. Chez un enfant ou un ado, si jamais une fracture intervient et que ça casse au niveau du cartilage de croissance, ça va créer des problèmes de croissance. Si vous vous cassez un os, franchement, en plein milieu, ça posera moins de problèmes si vous êtes ado ou enfant que si vous vous cassez proche d'une articulation et que ça touche le cartilage de croissance. Voilà. Et évidemment, là, c'est du cartilage articulaire pour lubrifier, former l'articulation. Voilà. Mais c'est comme ça que s'ossifie un os. Au début, c'est très cartilagineux. Chez un bébé, c'est un peu mou. Les os sont mous, ils sont cartilagineux essentiellement. Et plus ça va aller, plus les noyaux d'ossification vont prendre leur place et ne laisser que cet espace-là encore cartilagineux. Les proportions s'inversent. On part là sur du 95% de cartilage et 5% de points osseux. Et après, on se retrouve à l'inverse avec une majorité d'os et une petite portion de cartilage de croissance. Et après, chez les adultes, ça disparaît complètement. Voilà. Et donc, il reste le reliquat, cette petite zone-là. Alors, donc, on a déjà commencé à évoquer les os longs, les différentes parties, donc la diaphyse qui est au milieu, les épiphyses qui sont à chaque extrémité, la métaphyse qui est à la zone de jonction entre épiphyse et diaphyse. On a la métaphyse ici, avec la zone de croissance. Et il nous reste quoi? La cavité médulaire, qui est la région centrale de la diaphyse de nombreux os. En général, tous les os, typiquement les os longs, vont avoir une cavité médulaire. On va dire vulgairement parlant, ou typiquement, c'est l'os à moelle. Si vous avez déjà vu un os à moelle en cuisine, mais vous voyez bien, au milieu, il y a un trou. Là où il y a la moelle,
c'est ce qu'on mange. Et bien ça, c'est dans cette cavité, ce trou, ça s'appelle la cavité médulaire, la cavité pour la moelle. Et en général, c'est au milieu de la diaphyse, hein, c'est au milieu du milieu. Au milieu du milieu, il y a la cavité médulaire. Elle contient les cellules souches qui produisent des cellules sanguines. Voilà, c'est dans cette moelle, ici, osseuse, hein, pas la moelle épinière, la moelle osseuse, que vont se former une partie des cellules du sang. Hop. Alors, on va déjà pouvoir commencer à colorier ces zones-là pour bien comprendre comment ça s'articule. Alors, en 1, après, il n'y a pas grande... Alors, j'essaie quand même de faire attention. Est-ce qu'on va avoir plusieurs choses à colorier pour pas que ça se superpose, hein. Je prends 2 minutes. Périoste, ok. Cavité médulaire, l'os compact. Voilà. Ah oui, ça, forcément, on n'en a pas parlé. Avant qu'on colorie, je vais quand même vous expliquer. Donc, il y a les différents étages, puis, si on peut dire ça comme ça. Et il y a les différentes couches. Hein, on a déjà commencé à parler de l'os compact, qui est la lame blanche qu'on voit autour de l'os, qui se différencie bien avec la partie spongieuse, qui elle est pleine de trames. Hein. Et tout autour, vous en avez entendu parler, il y a la membrane qui recouvre et qui protège notre os, qui s'appelle le périoste, péri autour, hein, périoste, toute cette zone-là. Ça, c'est une membrane fibreuse et vous avez sûrement entendu parler déjà d'une périostite. La périostite, c'est l'inflammation. Il y a tellement de contraintes qui commencent à s'appliquer sur notre os que cette membrane commence à s'inflammer. Voilà, et on fait une périostite. Ça arrive souvent chez les sportifs. Quand il y a sursollicitation intense, brutale, enfin voilà, et qu'il y a un déséquilibre entre repos et effort, et bien cette membrane va commencer à s'inflammer, au même titre que les tendons peuvent s'inflammer dans une tendinite. Et bien l'os peut aussi s'inflammer et donner une périostite. Hop, voilà. Donc périoste, fine membrane de tissu conjonctif. Hein, là aussi c'est du tissu conjonctif fibreux, ou c'est une gaine qui entoure la diaphyse de l'os, mais n'est pas présente au niveau des surfaces articulaires, qui elles sont recouvertes de cartilage. Le périoste va s'arrêter là où il y aura de la surface articulaire, au niveau de la tête, là par exemple du fémur, là où au niveau des condyles, ce sera recouvert de cartilage. Et ensuite, hop, il y aura une continuité, une transition, et on repartira sur la membrane. Et là, de nouveau, transition pour la partie cartilage. Voilà. Donc, on va dire, essentiellement, c'est sur la partie centrale que vous aurez le périoste, et aux extrémités, vous aurez du cartilage qui va recouvrir l'os. Alors, si on fait on peut faire ça. Est-ce que ça va... Ah, mon rose, il est pas vivace. On va prendre celui-là qui est un peu plus mieux quand même. Donc là, on est sur de sur de l'épiphyse, pardon. Je vais dire la diaphyse, n'importe quoi, c'est au milieu. Hop, là, on est sur voilà, l'épiphyse proximale, distale. Voilà. Alors attendez, je vérifie juste. Voilà, mon petit son. Voilà. Hop, là, on est bon. Est-ce qu'on se le colorie un petit peu quand même pour essayer de comprendre un peu plus c'est quoi? Parce que là, on a 5 qui vont nous faire colorier de l'os spongieux quand même. On va pas s'enflammer. On va rester sur les accolades, parce que sinon ça va partir en cacahuète. Alors, pour rester dans les nomenclatures, le bleu ciel, c'est pour le cartilage. Ça, c'est les épiphyses. Le bleu
cartilage hyalin, cartilage articulaire, on a dit c'est au niveau des extrémités, donc au niveau des épiphyses. Là, par exemple, on aurait du cartilage. Si on représentait, voilà, grossièrement, hein, là on dit que c'est un fémur, au niveau de la tête, pour la hanche, et au niveau du genou, là, des condyles, voilà, vous avez du cartilage hyalin. Qui recouvre, voilà. Nickel. Ensuite, si on continue avec nos métaphyses, les zones de transition, voilà, qui sont adjacentes avec le cartilage de croissance. Hein, voilà. Ça, c'est la métaphyse. Alors, ensuite on a notre diaphyse. Peut-être on peut faire ça comme ça. Ben, la diaphyse, hop, c'est la partie, voilà, de l'os long. C'est le milieu. Voilà, un petit peu d'orange. La diaphyse. J'ai oublié de faire mon verre là. Voilà. Là, on est sur notre diaphyse. On va pouvoir colorier notre os spongieux. Alors, on s'enflamme pas. D'abord, on va faire la cavité médulaire. Quelle couleur on va choisir? On va prendre du violet. Pour tout ce qui est 7, on est sur notre cavité. Voilà, elle va être là, la cavité. Notre cavité médulaire qui est là. Pas franchement violet, moi, dans cette histoire-là. Ça restera comme ça. Finissons, comme toujours, j'oublie toujours un bout de ma légende. Voilà. On peut faire notre os compact. Quelle couleur? Parce qu'il ne faut pas que je m'enflamme, parce qu'après il y aura veine, artère. On va essayer de se faire un marron comme ça, peut-être. Pour l'os compact. L'os compact, on l'a dit, c'est le tissu dense qui est à la périphérie. Hein? Tout ce qui est à la périphérie de l'os, là. Voilà. Tout ça, là. Os compact. En opposition avec l'os spongieux qui lui est plus aéré, sur ça comme ça.
Lui, il est dense, hein. Hop. Le long de la diaphyse, voilà. Ok. C'est la périphérie. Notre voilà, 8 os compact. Voilà. Ensuite, notre périoste, on va le faire. Alors, il faudrait une couleur qui soit quand même bien visible. Ça, on l'a fait. Rouge, on va pas faire. On va essayer ce bleu là. Voilà, le périoste, c'est ce qu'il y a. La membrane là, voilà. Cette membrane. Qui s'arrête une fois que le cartilage articulaire, le cartilage hyalin commence. Voilà. Là, on est sur notre périoste, responsable des périostites en cas d'inflammation. Voilà. Et là, on marque bien, là, hop. Là. Voilà. On a le périoste et le cartilage. 6. J'espère que c'est assez visible là chez vous. Tac. Voilà. Et il nous reste maintenant à colorier. On va le faire en jaune comme ça. Notre os spongieux. Voilà, qui est aussi au fond de la cavité, évidemment, on fait le tour. C'est une cavité, on le voit en fond. Voilà. La zone de cartilage de croissance, là et là, reliquat. De cette période de notre vie où on grandissait, où notre cartilage s'ossifiait progressivement. Voilà. 5. L'os spongieux, fait de trames. Ah oui, là, il me manque encore toujours un bout, hein, c'est fou ça. Voilà. Là, on a la structure typique d'un os long. Hop, je range mon petit bazar. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre comment il y a, quelle est la dynamique, quelle est l'activité cellulaire au sein de ce tissu osseux. Comment ça se passe au niveau des cellules et de leur activité. La formation de l'os se fait classiquement par la production d'une matrice, initialement ostéoïde,
qui devient secondairement calcifié et par des phénomènes de résorption, reconstruction osseuse. Vous allez avoir des cellules, chacune aura leur rôle, celles qui seront là pour produire de l'os, celles qui seront là pour résorber de l'os, pour qu'il y ait un renouvellement, un recyclage permanent. C'est un tissu qui est vivant, hein. C'est pas une fois qu'on est ossifié, calcifié, qu'on a fini notre croissance, que tout s'arrête. Non, non, ça continue. Ça continue en permanence, en permanence, en permanence. Comme le sang se renouvelle, l'os se renouvelle aussi. Voilà. Toutes les cellules de notre corps sont vivantes. Nous sommes un être vivant. Et tous nos tissus aussi vivent. Donc c'est bien un processus dynamique, comme pour tout tissu vivant du corps humain. Hein, on rappelle bien que l'os, c'est un tissu vivant, c'est pas un caillou, c'est pas comme une pierre, et encore, on pourrait aussi dire qu'elle a sa vie quelque part. Mais nous, on est vraiment en mouvement perpétuel. Tous nos tissus sont en mouvement, on va dire macroscopique, voilà, dans l'espace, mais aussi microscopique au niveau cellulaire. Ça bouge et ça se renouvelle, c'est dynamique. On a 3 types principaux de cellules pour ce processus. Donc c'est ce qu'on disait. On a les cellules qui vont produire de l'os. C'est les ostéoblastes. Ostéoblastes, cellules qui produisent de l'os nouveau par des dépôts de substances ostéoïdes. Elles vont arriver pour donner de la matière. Vous avez les ostéocytes. Cytes, c'est cellules, hein. Cellules de l'os, cellules osseuses matures. Autrefois, c'était des ostéoblastes qui ont, au cours de leur vie, grandi, maturé, si on peut dire. Et maintenant, ils sont devenus des ostéocytes. Les ostéocytes sont entourés par la matrice osseuse et ils deviennent responsables de l'entretien de cette matrice. Donc les ostéoblastes, eux, ils vont produire. Les ostéocytes, eux, ils sont plus matures. Ils sont là pour organiser tout cet entretien de cette matrice. Et vous avez les ostéoclastes. On s'en rappelle parce que c'est comme cassé. Hein, c'est des cellules volumineuses qui, par des processus d'enzymes, donc enzymatiques, vont détruire la matrice. Elles sont présentes au niveau des zones de remodelage actif. Donc là, elles vont être là pour casser ce qui commence à être défectueux ou vieillissant, pour laisser place à des nouvelles cellules, une nouvelle matrice plus jeune. Voilà, donc les ostéoblastes, ils sont là pour produire de l'os. Les ostéoclastes sont là pour casser ces cellules un peu défectueuses, si on peut dire. Et les ostéocytes, ils sont là pour gérer un peu tout ça. Donc, à colorier, on nous propose de colorier l'ostéon, veines et artères, les lamelles de matrice avec ostéocytes emprisonnés dans les lamelles et les ostéocytes. Alors déjà, on nous parle neuf de l'ostéon. Un ostéon, qu'est-ce que c'est? C'est un système aversien. On appelle ça aussi donc le canal de Avers. C'est pour ça qu'on nomme tout ce système aversien, parce qu'au milieu, il y a un canal qui s'appelle canal de Avers. Donc un ostéon, c'est une unité en forme de cylindre, donc c'est une unité cylindrique osseuse. L'ostéon possède un canal central, donc le canal de Avers ou canal aversien, et il contient un pédicule neurovasculaire nourricier. Donc ça contient un pédicule, c'est comme un pied, une racine, qui va venir nourrir grâce à une artère et aussi drainer grâce à une veine. Et il y a aussi une partie neurologique pour donner de l'information. Donc un ostéon, c'est une unité en forme de cylindre qui possède un canal central qui lui-même contient le pédicule neurovasculaire nourricier. Ce canal est lui-même entouré par les lamelles concentriques de la matrice osseuse qui renferment entre elles, au niveau des lacunes appelées ostéoplastes, des cellules en maturation qui vont évoluer vers les ostéocytes. Donc là, on voit les cellules, je vais pas y arriver. Les ostéons, pardon, avec leurs lamelles concentriques. Là, on voit bien ces cercles. Au milieu, le canal qui contient notamment l'artère dans ce pédicule-là. On le voit en coupe. On voit que c'est un rond et qu'à l'intérieur,
vous avez une artère quand on le découpe. Et on voit que c'est des couches concentriques, hein, de plus en plus larges. Ce canal communique par des petits canalicules orientés de façon radiale. Donc on voit qu'il y a un canal qui a ce sens-là, mais on a aussi, de manière qui rayonne horizontalement, on a aussi une circulation dans ce sens, à la fois verticale et à la fois horizontale. Donc ce canal communique par des petits canalicules orientés de façon radiale avec les ostéoplastes contenant les ostéocytes, qui sont des cellules osseuses. L'os compact est organisé selon un système de Havertz, mais l'os spongieux, lui, est trabéculaire et son organisation n'est absolument pas concentrique ni uniforme. Là, on voit bien, on est sur la partie externe de l'os, hein. Là, on a fait une petite encoche dans notre os compact. Là, on voit bien que cette zone-là est extrêmement compacte. Et quand on va vers le centre, on va avoir une organisation au niveau de l'os spongieux qui est beaucoup plus... qui a des travées, voilà, qui est trabéculaire, avec les trames. Et on voit que c'est beaucoup plus aéré. C'est quelque chose de spongieux, comme une éponge qui est pleine de lacunes, de trous, de mailles. Voilà, ça c'est l'os spongieux. Et là, on est sur de l'os compact. On voit qu'il n'y a très très peu, il n'y a pas de zone, il n'y a pas de lacunes. On est sur l'organisation concentrique de canaux, voilà, et de lames, les unes avec les autres, qui communiquent avec des canaux verticaux et horizontaux. Voilà. Là, on voit une organisation trabéculaire. Et là, on voit une organisation concentrique. Alors, là, on a une autre. On a un autre schéma, encore plus schématisé. Et on voit bien l'organisation des différentes lamelles, hein, circonférentielles comme ça. Avec le... c'est un ostéon, ça, avec notre artère, à la fois horizontale, la communication aussi horizontale et verticale. Hop. Là, on a quoi? Notre périoste, notre membrane. Là, on est sur de l'os compact. Et là, on a l'organisation en travée de l'os spongieux. Là, on voit bien les différentes couches, notre périoste, la couche, là, la zone compacte, et ensuite la zone spongieuse. Et si, là, ils vous ont découpé un petit camembert, dans l'ostéon, si vous coupez au milieu, là, vous enlevez les lamelles, ces trames-là, osseuses, à l'intérieur, on voit les ostéocytes qui sont entre les lamelles. Au niveau des petites lacunes, ils viennent se loger là. Ça, c'est les ostéocytes. C'est les cellules matures qui sont là pour organiser le renouvellement osseux. Alors, hop, je vérifie. Et si vous regardiez dans un microscope, une coupe, vous verrez ça. L'ostéon, l'unité, là, avec son canal. Et les lames. Et les lames interstitielles qui sont là pour venir combler entre les ostéons. Alors, je regarde si notre Marie-Èbe nous dit quelque chose. Au niveau des cellules, si on a un petit peu d'infos. Membrane épiphyse, l'os compact. Non,
On a tout dit. Ouais. Alors, on va pouvoir faire notre coloriage. Alors en 9, on va redéfinir l'ostéon. Alors déjà, on va s'immobiliser du rouge et du bleu pour artère et veine. Hop là. Les lamelles avec nos ostéocytes qui sont emprisonnés et nos ostéocytes. Alors, on va peut-être garder du jaune là aussi pour nos ostéocytes. Actuellement. Ah, on voudrait mieux un feutre. Alors, attendez, je suis en train de réfléchir en même temps que je fais les trucs. Celui-là, est-ce qu'il va avoir assez de... Ouais. Là, on voit, là, les petites cellules, là. Hop. Tout ça, là. Je vais pas tous les faire. Mais vous voyez, là, tout ça, c'est les cellules qui sont coincées entre les lames. Ça rend pas trop à la caméra, mais... Oh, je l'avais tout à l'heure. Forcément, voilà. Là, c'est toutes ces petites cellules entre les lames, les ostéocytes, là. Tous les petits pointillés qu'on voit partout, là, sur le schéma, c'est des ostéocytes. C'est les cellules osseuses matures qui sont là pour gérer le remaniement, le remodèlement de l'os, son renouvellement. Voilà. Tout ça, là. Je vais en faire un peu plus pour que ce soit peut-être un peu plus visible à la caméra. Voilà. C'est vrai qu'il y a varicelle verte, mon truc là. Voilà. Tout ça là, les cellules ostéocytes. Ostéocytes, cellules osseuses matures, autrefois blastes, qui sont entourées par la matrice osseuse et deviennent responsables de l'entretien de cette matrice. Elle met ensuite notre veine et notre artère, qui sont là pour apporter, alors 10 c'est la veine, apporter les nutriments grâce à l'artère et faire repartir les déchets grâce à la veine. Donc chaque os est perforé. Là on voit perforé pour venir. Hop. Il y a aussi le sinus veineux central. Hein. Au centre de l'os, il y a aussi, puisque on rappelle que l'os, la moelle, le canal médulaire, est responsable aussi de la production de cellules sanguines. Donc dans l'os, on a un lien très fort avec le système vasculaire, puisqu'il faut quand même relarguer ces cellules dans le sang. C'est bien de les produire, mais il faut quand même les envoyer. Voilà. Donc chaque os est perforé pour laisser rentrer ou sortir, ça dépend comment on voit les choses, la partie du paquet, voilà, vasculaire. Là, on a tout un sinus veineux. Au centre.
notre moelle, notre os à moelle, entre guillemets. Bon, je vous fais pas tout, mais vous avez compris le concept. Voilà. Tchouk. Et on a le paquet aussi artériel qui arrive, lui aussi, qui vient nourrir notre os, lui apporter des nutriments, de l'oxygène. Voilà. Toujours une nomenclature. Les artères sont en rouge, les veines sont en bleu foncé. Voilà. Vous allez avoir partout là les artères centrales. Tout ça là, hop, hop, hop. Il passe là aussi de chaque ostéon. Vous avez toutes les travées. Alors c'est un peu, voilà, un peu fastidieux. Colorié, voilà. Il y en a un dans chaque ostéon. On n'est pas, voilà. C'est pas oublié. Et les canaux aussi horizontaux. Voilà. Voilà. Ici, on a toute une zone de drainage, évidemment, une veine, artère. Voilà. Voilà. Nickel. Notre artère 11 en rouge. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où il nous montre un petit peu comment ça se passe? Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a des choses? Oui, bah là, on voit bien hein, que notre os, il est vraiment perforé pour qu'il puisse être irrigué. Je regarde s'il y a quelque chose. Non, là on parle de fracture. Les prothèses. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Ok. Là, pareil, tout ça c'est des zones d'échange. Voilà. Là on est bon. L'ostéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Vert, on n'en a pas fait beaucoup.
il nous montre sur le 12, mais peut-être l'ostéon. C'est tout ça, hein. Avec les différentes couches. Hein, un ostéon, c'est tout ça. Avec toutes les couches là. Tout ça, c'est un ostéon. Là, c'est pareil. Ça, c'est un ostéon. Voilà. Vous voyez, chaque rond, chaque unité comme ça, c'est un ostéon. Tout ça là. Oula, pas épée. Ça là. Voilà, chaque rond, c'est un ostéon. Et je vais changer de verre, ce sera plus parlant peut-être. Et là, on voit chaque lamelle. Voilà, chaque couche, chaque lame. C'est les lamelles avec les ostéocytes dedans. Voilà. Là, dans ça, il y a un petit ostéocyte. Tuc. Et coucou tigresse. Ah, bah écoute, tu pensais à moi. Trop sympa. Mais le gars là, nickel. C'était incroyable. Incredible. On a passé un week-end de fou. C'était vraiment trop chouette. Franchement... Ah, attends, oh, je baisse un poil ma musique quand même, parce que je suis en train de me casser les oreilles toute seule. Voilà. Mais ouais, c'était incroyable. Franchement, trop bien. Ouais. Ah ouais, moi aussi trop contente. On a eu une super surprise en plus là. C'était trop bien. Trop cool. Et toi, ton week-end, comment ça s'est passé? J'ai oublié de faire mon périoste comme d'hab. C'était ce bleu là. Voilà. Hop, je range un peu. J'en ai mis partout encore. Voilà. Un bon week-end. Eh ben écoute, c'est magnifique. Comme d'habitude, sois la bienvenue ici. Là, on est en train de finir notre planche pour comprendre comment est structuré notre os au niveau cellulaire, au niveau physiologique, comment ça fonctionne, avant qu'on reparle un petit peu plus des os longs. Là, je vais ensuite me lancer sur... Alors, où ai-je mis ce... Ça y est, je suis perdue, pourtant j'ai mis... Ah voilà. Donc on se lance ensuite sur os, cuisse, jambe, donc fémur, tibia, péroné. Enfin fibula, maintenant il faut dire fibula. Mais avant ça... Oh purée, non mais mon truc est trop fort. Oh là. Ouh, ça me casse un peu les oreilles. Voilà. Désolée, je fais des petits réglages. Voilà. Mais avant qu'on change, on a toujours notre petite note clinique à la fin de chaque page. Alors,
on parle de rachitisme. Le rachitisme, c'est quoi? C'est une pathologie qui correspond à un déficit en calcium au moment de la croissance et qui conduit à la formation d'une matrice qui n'est pas normalement minéralisée par du calcium. Cela s'observe en cas de défaut d'apport alimentaire en calcium, de carence en vitamine D ou les deux, car la vitamine D est nécessaire à l'absorption physiologique du calcium par l'intestin grêle. On retrouve souvent le rachitisme. En fait, c'est un os qui devient mou puisqu'il n'est pas assez calcifié. On appelle ça aussi l'ostéomalacie. C'est le nom un peu plus scientifique du rachitisme. Et on observe ça chez les enfants souvent dénutris ou malnutris. Voilà, ils ont des os pas assez calcifiés. Et d'ailleurs, en parlant de vitamine D, quasiment tous les adultes qui vivent sous nos latitudes là sont carencés en vitamine D parce qu'on ne prend plus assez le soleil. Donc n'hésitez pas à vous supplémenter en vitamine D pour pouvoir avoir des os bien solides. D'ailleurs, les os, ce qu'il faut savoir, c'est que l'os pousse sous la contrainte. Donc si vous voulez fabriquer de l'os, c'est important de lui donner de la contrainte. Faire du sport, des choses physiques. C'est pour ça que les gens qui reviennent, enfin les astronautes quand ils reviennent de mission, ils peuvent plus vraiment, enfin on ne leur conseille pas de marcher parce qu'en fait leurs os sont devenus tellement fragiles par absence de contrainte, vu que la gravité ne s'exerce plus sur eux. Ils ont des os qui sont anormalement fragiles et fragilisés par ce voyage. Voilà, donc il y a plein de pathologies comme ça qui sont propres au tissu osseux. Donc il y a l'ostéomalacie, qui est un problème de malnutrition et qui a un manque de calcification de l'os. Et vous avez l'ostéoporose, notamment chez la femme autour de la ménopause. Là, c'est un problème de raréfaction de la trame osseuse. C'est pas que c'est mal calcifié, mais c'est que ça devient l'os. Je dis souvent ça, c'est comme si vous enleviez des barres à la Tour Eiffel. En fait, vous enlevez de la trame dans l'os, donc forcément, il va devenir beaucoup plus fragile à la contrainte. Donc la moindre chute, le moindre accident, qui aurait été tout à fait ok sans conséquence chez un adulte lambda, et bien chez une femme âgée, ça va provoquer beaucoup plus facilement des fractures. Des chutes sur les poignets, notamment fractures des avant-bras, fracture des cols du fémur, voilà. Donc pour détecter ça, on passe une ostéodensitométrie pour mesurer la densité de l'os à partir d'un certain âge, ou si vous avez des antécédents familiaux d'ostéoporose ou de dames qui se sont fracturées pour des choses un peu minimes ou bénignes. Voilà. Voilà les grandes pathologies qu'on peut avoir au niveau osseux. On a vu un peu la périostite aussi tout à l'heure. Voilà, il y en a d'autres, évidemment, le cancer, voilà. Donc là, on a balayé déjà au niveau cellulaire et physiologique le fonctionnement de l'os. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, la vitamine D, c'est hyper important, hein. C'est une vitamine qu'on a par le soleil ou l'alimentation. Donc c'est important qu'on la trouve ailleurs. Voilà, si on n'en fabrique pas assez grâce aux rayons du soleil, il faut vraiment se supplémenter par l'alimentation. Ça va protéger vos os et ça va stimuler aussi le système immunitaire. En hiver notamment, supplémentez-vous en vitamine D, ça va vous aider beaucoup à résister aux maladies et aux petits virus. Voilà ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, les femmes en ménopause, on les supplémente aussi en calcium, vitamine D pour essayer de booster un peu cette physiologie osseuse. Voilà. Alors, Tigresse, tu vas remettre des lives la semaine pro et un petit live cet après-midi. Ah, nickel. Super ça. Qu'est-ce que tu vas faire comme live? Sûrement du DDV ou autre chose? Ouais, oui, c'est pour ça que les personnes âgées ont pas mal de problèmes de fractures. C'est que leur trame osseuse se raréfie. Voilà. C'est une tour Eiffel où il manque des barres. Donc forcément, c'est beaucoup plus fragile à la contrainte.
Et voilà. Alors là, pareil, on va passer sur un sujet qui est fort sympathique. Alors, tu vas tester un nouveau jeu Cozy Fay Farm. Et après, peut-être des DV. Ah, bah écoute, je connais pas celui-là. Cozy Fay Farm. C'est un truc avec des fées. Une ferme où il y a des fées, des faunes. C'est drôle comme nom, j'adore. Trop bien. Alors, que je me réorganise un peu, je vais boire un petit coup parce que je parle. Voilà, une ferme avec des fées. Bah voilà, tout est dans le nom. C'est top. J'ai hâte. Bah oui, ça a l'air trop rigolo. Ah, tu me raconteras. Parce que je ne pourrais point être là cet après-midi. Trop drôle. Alors, os de la cuisse et de la jambe. Jusque-là, je pense que ça va parler à la majorité d'entre vous. On va parler du fémur, du tibia, du péroné et sans oublier la patella, la rotule. Voilà, nous avons 4 os au niveau de la jambe. Bon, si on enlève évidemment tous les os du pied, voilà, on va dire que le membre inférieur est essentiellement constitué de ces 4 os et des os du pied. Ça forme le membre inférieur qui fait partie du squelette appendiculaire. C'est ce qu'on avait vu l'autre fois. Ce n'est pas le squelette axial, qui est plutôt au niveau tronc, colonne, cage thoracique. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Je vous invite, si vous êtes curieux, à retourner voir mon live sur la cage thoracique que je mettrai très prochainement sur YouTube, sur ma chaîne donc caro donc __ stream sur YouTube. Tac. Alors, oula, ça y est, je m'enflamme, pardon. N'importe quoi. Eh bien, on est parti pour notre petite lecture. Alors, pas de souci, je te dirai si tu veux, il y aura la rediff. Ouais, ah bah oui, c'est vrai, carrément, rediff sur la chaîne, j'adore. La rotule, tu connais bien? Ah, problème de luxation de la rotule? Dois-je comprendre? Alors, mais tout à l'heure, on parlait de fracture du col du fémur chez les femmes ostéoporotiques. Ben, ça casse où? Ça casse là. Le col n'étant plus assez, on va dire, tramé, n'étant plus assez densément osseux, et bien vous avez toutes les contraintes qui arrivent là. Vous avez tout le poids du corps, du tronc à supporter, qui arrive directement sur la tête du fémur, et vous avez la résistance, la force opposée de la résistance face à la gravité. Et bien ça va créer une force de cisaillement, et ici ça ne va plus résister suffisamment à ces deux contraintes. Voilà. Pourquoi tu connais bien la rotule du coup, Tigresse? Ça m'intrigue. Alors, déjà, commençons par parler. Ah! Accident avec un escabeau. La rotule était partie à gauche. Bah oui, bah voilà. Luxation. C'est un des accidents les plus fréquents qui arrivent sur la rotule. C'est la luxation ou la subluxation. La subluxation, c'est quand on sent la rotule qui part mais qui revient. Donc c'est une instabilité rotulienne. Et la luxation, bah, c'est carrément la rotule bloup, qui sort de la loge où elle est censée être. Et souvent, bah, il faut réduire, comme toute luxation. Et souvent, c'est le corps médical, les pompiers, qui savent faire ça. Hein. Je le rappelle, on ne se réduit jamais une luxation tout seul, soi-même ou par un copain, j'en sais rien, n'importe qui, un proche. Non, c'est trop risqué. Il y a trop de risques de lésions veineuses, artérielles, neurologiques, musculaires, ligamentaires, tout ce que vous voulez. On ne se réduit pas ça tout seul. Voilà. Alors, je baisse un petit poil là. Les musiques sont pas uniformément... le son est pas uniforme partout, là, ça m'énerve. Voilà. Alors,
Si on est parti sur la patella, on va parler de la patella, parce que maintenant, il ne faut plus dire rotule, il faut dire patella. C'est le nouveau nom, la nouvelle nomenclature. Donc, elle est située au niveau de l'articulation, entre l'extrémité distale du fémur, on l'a dit, la proximale, c'est proche de la racine, distale à distance, donc c'est proche de l'extrémité. Si vous prenez votre fémur, la partie distale, ce sera celle-ci. Donc l'articulation entre l'extrémité distale du fémur, là où il y a les condyles, et la partie proximale. Si on prend la partie proximale du tibia, c'est la partie la plus proche de la racine, donc c'est ici. Donc si vous prenez l'épiphyse distale et là l'épiphyse proximale, ça vous forme une articulation qui s'appelle le genou. C'est un volumineux os sésamoïde là qu'on appelle la patella, et bien c'est le troisième os qui forme cette articulation du genou entre fémur, tibia et patella, rotule. Le péroné ne rentre pas directement dans l'articulation du genou. Elle a une petite articulation à elle toute seule. Donc la patella est située en avant de cette articulation. Elle est développée dans le tendon du muscle du quadriceps fémoral. Cet os, il est vraiment donc un os rond, un os sésamoïde, est complètement englouti, complètement enchâssé dans cette membrane, dans ce tissu fibreux du tendon. Voilà. Elle est incrustée, englobée dans ce tendon. Ah, t'es tombé dans les pommes quand ils l'ont fait. Ouais. Souvent, ce qui est le plus douloureux en fait au niveau des luxations, c'est que la distension des ligaments. En fait, il y a tellement de tension puisque l'os est parti de sa loge, donc ça étire toutes les structures qui sont autour, mais c'est ça qui rend extrêmement douloureux et parfois la douleur est tellement intense qu'on appelle ça une douleur syncopale, c'est qu'on peut faire une syncope, donc on peut tomber dans les pommes à cause de la douleur ou des fois l'appréhension aussi, ça peut créer un malaise vagal parce que ça nous impressionne le fait de regarder, de voir notre genou complètement déformé, de voir arriver tout ce monde, voilà, ça peut aussi créer des sensations de malaise qu'on appelle un malaise vagal à cause du nerf vague. Tu te coucheras moi. Ben écoute, ravie de pouvoir apporter un petit peu de mes connaissances. Et donc c'est cette fameuse patella. Notre fémur, lui, c'est l'os de la cuisse. Anatomiquement, la cuisse, ça va donc de la hanche jusqu'au genou. Ça, c'est la cuisse. Anatomiquement, la jambe, ça va du genou à la cheville. Donc, si vous dites à quelqu'un qui est dans le milieu médical, j'ai mal à la jambe, en soi, pour nous, la jambe, c'est cette partie-là. C'est pas tout. Ça, c'est le membre inférieur. Ça, c'est la cuisse. Ça, c'est la jambe. Ça, c'est le membre inférieur. Voilà. Et on a pareil pour le bras, qui est le membre supérieur. Ça, c'est le bras, là où il y a l'humérus. Ça, c'est l'avant-bras. Donc, quand on dit j'ai mal au bras, il faut quand même préciser. C'est ça, anatomiquement, c'est le bras. Ça, c'est l'avant-bras. Tout, c'est le membre supérieur. Voilà. C'est comme ça. Donc ça, c'est la jambe. Là où il y a le tibia, fibula, tibia péroné, c'est la jambe. Le fémur est l'os le plus long du corps. Celui-là, on n'a pas plus long que celui-là. Le fémur, c'est l'os le plus long du corps humain. Hop là, pardon. Et il transmet, c'est ce qu'on disait, le poids du corps du pelvis. Le pelvis, c'est le bassin. Donc, vous avez tout le poids du corps qui arrive, tout le tronc, jusqu'au bassin. Et ensuite, c'est retransmis par le bassin au membre inférieur. Des deux côtés, évidemment. Jusqu'au genou.
Les caractéristiques essentielles du fémur sont résumées dans le tableau ci-dessous. Notre fémur, c'est quoi? C'est un os long. Et c'est d'ailleurs l'os le plus long du corps. Il est extrêmement résistant, sauf voilà, cette partie-là, qui des fois peut être problématique. En général, on ne se fracture pas un fémur comme ça. Pour se fracturer un fémur, c'est l'os le plus gros, le plus résistant qu'on ait dans le corps humain. C'est des accidents à haute vélocité ou avec beaucoup d'impact. Il faut vraiment que ça secoue, quoi. En général, c'est accident de voiture ou des chutes voilà, de grande hauteur ou avec beaucoup de... Enfin voilà, c'est des trucs, des gros chocs, des gros traumas. Sauf le col du fémur. On peut tout à fait se fracturer le col du fémur et continuer à marcher. Donc, des fois, il faut se méfier quand on dit en mode si c'était cassé, je le saurais, je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le seul moyen de savoir si c'est cassé ou pas, c'est de passer une radio. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'on peut avoir un petit papy, une petite mamie qui se casse le col du fémur et qui marche encore. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ça c'est là le plus fréquent. Et les fractures au niveau de la diaphyse ou ce genre de choses, il faut vraiment un gros impact. On peut aussi avoir des fractures du fémur au niveau accident de voiture. Comme vous êtes assis, si vous avez le moteur ou le tableau de bord qui vient, en fait, et que du coup votre genou, il se prend le tableau de bord, donc le fémur, le fût fémoral recule comme ça. Donc pareil, ça peut créer des fractures soit du fémur, soit du cotyle, enfin du toit de la tête. La tête du fémur, elle est enchâssée dans le bassin, dans une sorte de coque, de coquille. Et si vous prenez le tableau de bord, ben ça va casser le toit du cotyle, en fait. Est-ce qu'on va le voir? Attendez. Est-ce que je vois ce... Oui. Là, enfin, vous voyez, on le verra sur un autre live, mais la tête du fémur, elle est vraiment dans un bol, dans une coque. Ah, vous voyez? Et parfois, avec l'accident de voiture, ben, vous prenez le tableau de bord, donc le fémur va reculer et ça va casser au niveau du col, ou ça va casser, en fait, tout le fémur va reculer comme ça et ça va casser le toit du cotyle, en fait. Voilà. Quand tu iras au médecin, tu seras plus précise. Ah bah écoute, avec plaisir. Avec grand plaisir, si je peux rendre service et faire que on se comprend mieux entre médecin et patient, je suis ravie. C'est mon souhait le plus cher dans la vie, que les gens se comprennent mieux et que les gens prennent mieux en main leur santé parce qu'ils comprennent mieux comment fonctionne leur corps. Ça, c'est quand même la base pour moi de savoir comment on fonctionne pour pouvoir échanger avec les gens qui sont là pour prendre soin de nous. Et nous aussi, hein, on est là pour prendre soin de nous. Donc, savoir comment on fonctionne, c'est quand même un petit peu plus pratique. Alors, on disait, c'est l'os le plus long, il est très résistant. La tête, c'est la partie qui est articulée avec l'acétabulum de l'os coxal. C'est exactement ce que je viens de vous montrer. Hein, l'acétabulum, c'est toute cette zone-là, c'est la coque, si je puis dire. C'est le bol, voilà, qui contient notre tête. Hein. Ça s'appelle l'acétabulum. L'os coxal, c'est aussi le nom du bassin de l'os iliaque. On dit aussi coxal pour faciliter, parce que l'articulation de la hanche, on appelle ça l'articulation coxo, donc en lien avec l'os coxal, fémoral. Donc c'est l'articulation coxo-fémorale. C'est l'articulation de la hanche. C'est son nom anatomique. Le col, ben c'est là où siègent habituellement les fractures. Hein, le col, voilà. On a notre tête, col. On a le grand trochanter. C'est le repère de la hanche. Notamment, il y a beaucoup de muscles au niveau fessier. Le nom anatomique de la partie fessière, on dit aussi glutéale. Le nom latin
des muscles fessiers, c'est les gluteus. Voilà, donc on parle aussi de la zone glutéale pour parler de la zone fessière. Le grand trochanter est une zone d'insertion de beaucoup de muscles qui sont stabilisateurs au niveau du bassin, hein, pour éviter qu'on parte dans tous les sens et qu'on soit vraiment bien au niveau postural. Eh bien, les os du bassin les muscles du bassin vont venir s'insérer, notamment au niveau du grand trochanter. Le petit trochanter, qui est son frère, son cousin, à la partie interne, parce que le grand trochanter, c'est quand vous touchez la face extérieure du bassin, là, vous sentez, il y a une espèce de carré, là, une zone osseuse un peu massive, ben c'est ça, c'est le grand trochanter. Le petit trochanter, il est plus compliqué à palper et ça fait un peu mal. C'est à la face intérieure de la cuisse, à la face interne. C'est là où finit le psoas, le muscle iliopsoas. C'est sa terminaison, le petit trochanter. Et c'est grâce à cette terminaison-là que le psoas permet de fléchir la hanche. Voilà. Il va venir soulever le fémur pour rapprocher le fémur du bassin. Voilà, le psoas, c'est le fléchisseur de hanche. Est-ce que je peux vous le montrer, ça? Ah, attendez, je vais pousser mon Marieb. Hop, merci Marieb. À plus tard. Hop là. Oh. Pèse des poids de fou, ces livres-là. Alors, là, c'est le bras. Non. Non. Moi, je voudrais la jambe, s'il vous plaît. Voilà. Ah ben, ça tombe très bien. Là, alors, vous voyez le sacrum. Vous voyez, alors là, le grand trochanter, justement. Donc là, on voit une fesse. On voit quelqu'un de dos. On a découpé le grand fessier parce qu'il prend toute la place, sinon, il recouvre tout. Et on voit en dessous l'insertion de nombreux muscles stabilisateurs du bassin qui viennent finir sur le grand trochanter. Donc là, on voit bien le fémur avec la tête, l'articulation, tout le cartilage hyalin, où il n'y a pas de périoste, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le périoste commence après. Là, on a le ligament de la tête du fémur qui permet vraiment de venir arrimer la tête dans l'acétabulum. On aurait là tout notre manchon ligamentaire qui a été découpé là. Et là, on voit le tendon du psoas qui vient sur le petit trochanter. Et là, on le voit in situ. Là. On a la tête qui est cachée par tout le manchon et la capsule. Là, on a notre grand trochanter. Et là, on voit notre psoas qui passe devant la tête et qui vient s'insérer sur le petit trochanter. Est-ce qu'on le voit? Parce que le psoas, c'est un muscle qui est profond. Donc là, on le voit là. Là, vous avez un bassin. Les hanches. Ah, est-ce que vous m'avez retrouvé? Bien le bonjour. C'est bon? Parce que je vois encore écrit déconnecté, mais je vois que ça... Ah, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Excellent, il y a écrit. Bon. Mon Dieu. Bonjour. Je me disais, j'avais pas eu de bug encore aujourd'hui. C'était bizarre. Bon, du coup, je sais plus si vous avez entendu, pas entendu, peu importe. Donc là, on reprend. On a notre chef lombaire. Là, derrière, on voit notre chef iliaque. Là, on le voit mieux parce qu'ils ont découpé l'autre. Donc, ilio-psoas. Hein, on n'oublie pas qu'on a un chef iliaque aussi sur ce muscle-là. Et il vient se terminer, ici. Là. Notre tout petit trochanter. Là. Et on voit bien, là on comprend mieux que quand ce muscle va se raccourcir, donc se contracter, il va faire remonter, il va faire basculer le fémur, ça va plier la hanche. Ici, ça va faire remonter notre fémur.
Donc, c'est le plus puissant fléchisseur de hanche qu'on ait. C'est le muscle ilio-psoas qui se termine sur le fémur. Tchouk. De quoi on parle d'autre? Ben oui, notre petit trochanter qui est la zone d'insertion du tendon du muscle ilio-psoas, le plus puissant fléchisseur de la hanche. Jusque là, on était d'accord. Les condyles, un médial, un latéral. Le latéral est un peu plus petit. Là, nos condyles, ils sont là. Là, on les voit très bien à la vue postérieure. Oui, merci ma belle, merci à toi d'être passée. Merci beaucoup, beaucoup. À une prochaine, prends bien soin de toi. Bon live, bonne découverte de jeux, de stream, de filles dans les verbes. Et puis à une prochaine. Bisous, prends soin de toi, merci d'être passé. Et donc là, on voit nos deux condyles. C'est ces surfaces articulaires-là qui permettent de fléchir le genou. Hein, ça permet au tibia de venir glisser. Voilà, ça va glisser. Comme ça, est-ce que c'est ça qu'on avait vu ou pas? Voilà, c'est une articulation condylaire, hein, qui permet vraiment de venir glisser comme ça. Ça va venir glisser sur la surface articulaire. Tchouk. Et ben voilà, ça c'est notre fémur. Je sais pas quoi vous dire de plus. Que c'est un os extraordinaire. Quelle couleur on va se le faire celui-là? J'étais partie sur du jaune. Allez, ça sera du jaune. Du jaune pour notre fémur. 1. Avec notre tête, qui est évidemment recouverte de cartilage articulaire. Le col, qu'on peut se fracturer. Le grand trochanter, qui est l'insertion d'une grande majorité des muscles fessiers. Le petit trochanter, terminaison aussi du muscle ilio-psoas, le plus puissant fléchisseur de la hanche. Donc tout ça, c'est l'épiphyse proximale. Là, c'est notre diaphyse, recouverte de périoste. Et là, on a notre épicondyle médial, l'épicondyle latéral, au niveau des épiphyses, enfin de l'épiphyse, pardon, distale, avec derrière, là, nos deux surfaces pour les surfaces condylaires pour le genou. Voilà, grand trochanter, petit trochanter, la tête, le col, la diaphyse. Et là, on se rend compte que le fémur est un os avec de l'angle. Hein. Il a une angulation assez importante. On le voit bien, quand même. Même si notre cuisse a l'air droite en soi, hein, puisque on voit qu'il y a quand même une cohérence entre les articulations, mais l'os en lui-même, il a une angulation qui est assez forte et qui peut être assez variable d'une personne à l'autre. Même au niveau des genoux, hein, au niveau de l'articulation du genou, on peut voir des variabilités anatomiques assez importantes. Des gens, on dit vulgairement, qui ont les genoux qui rentrent, qui ont des jambes arquées comme des jambes de cow-boy. Donc c'est des angulations au niveau du membre inférieur. Il y a pas mal de variations déjà entre hommes et femmes et entre des individus de même sexe. Hein, il peut y avoir beaucoup de variations à ce niveau-là. Le fémur. Et une autre petite particularité aussi, c'est que ces surfaces-là ne sont pas strictement identiques entre la partie médiale et la partie latérale. Ce qui fait que naturellement, quand vous fléchissez le genou, vous allez avoir le tibia. Comme les deux condyles n'ont pas la même forme, ils n'auront pas la même course articulaire. Donc ça va induire une légère rotation, comme il y en a un qui va aller plus vite que l'autre. C'est comme un coureur sur une piste d'athlée.
Il y en a un qui fait, entre guillemets, plus de distance que l'autre, donc ils vont pas avoir la même courbe. Mais là, c'est pareil. C'est comme sur une piste d'athlée, ils vont pas avoir la même course. Le tibia va avoir une rotation interne. En fait, quand vous fléchissez la jambe, naturellement, le tibia, il va partir à l'intérieur. Parce que les condyles ne vont pas tourner à la même vitesse, entre guillemets. C'est très schématisé. Hein. Et quand vous tendez la jambe, quand vous tendez le genou, eh bien, naturellement, le tibia va avoir une légère rotation externe. Voilà. C'est à cause de ça. Comme ils n'ont pas tout à fait la même forme et la même surface, la même angulation, ben, le tibia ne va pas avoir la même course. Donc ça va induire un qui va aller plus vite que l'autre. Donc ça va induire des rotations externes et des rotations internes quand vous fléchissez et tendez le genou. Voilà. C'est les petites particularités anatomiques du genou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a notre patella qu'on a dit tout à l'heure. C'est un os sésamoïde, le plus gros, parce qu'on en a d'autres, notamment dans le pied, la main. Donc c'est le plus gros os sésamoïde. Il est enchâssé dans le tendon du quadriceps fémoral, donc dans le tendon quadricipital. Alors, voilà, là on le voit un petit peu. Là on voit vraiment au niveau tendineux que la patella est complètement incrustée dans les fibres, dans toutes ces membranes. Là aussi on le voit, elle est complètement intégrée dans ce tendon. Voilà, on le voit très bien. Elle est enchâssée dedans. Les fibres viennent par-dessus. Hein. Voilà. Ça, c'est notre patella. Qu'on peut facilement se luxer. Hein, on l'a vu avec Tigresse tout à l'heure. Il ne suffit pas de grand-chose pour se luxer une rotule. Et donc, elle va sortir de sa loge. Est-ce qu'on va voir... Voilà. La patella, elle est normalement posée ici, dans cette petite alcôve là. Elle est posée là, comme un petit triangle qui vient se mettre là. Et elle peut facilement sortir. Voilà. Elle peut sortir de sa gouttière. Ah, merci pour le follow. Alors que je dise pas de bêtises, hein. C'est agir, fait et réfléchir. J'ai peur de dire n'importe quoi. Agir, fait, réfléchir. C'est sûr, agir, fait réfléchir. C'est vrai. Des fois, il faut aussi réfléchir avant d'agir. Ça dépend le cas de figure. Mais des fois, il n'y a qu'en faisant qu'on peut avoir de l'expérience. En tout cas, merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Alors, notre patella, non, peut-être pas en orange, c'est un peu trop proche. On va la mettre en bleu. Un bleu foncé, là. Hop, comme ça, on peut bien la repérer. Et voilà, notre patella. Voilà. Si jamais je vais trop vite ou s'il y a des questions, des choses sur lesquelles vous voulez que je m'attarde ou que je reprécise, surtout, il faut me le dire. Voilà. Ça, c'est notre patella, notre os sésamoïde. On en avait parlé dans les différents types d'os. On a les os sésamoïdes 7. C'est des os ronds. Voilà. Et ensuite, nos autres
os de la jambe, il nous reste tibia et fibula, anciennement péroné. Tac. Alors, les os de la jambe sont le tibia et la fibula. Le tibia est le plus volumineux de ces deux os. Il est en situation médiale, donc c'est celui qui est à l'intérieur. La fibula, elle va être à l'extérieur. La diaphyse du tibia peut être palpée sous la peau, de la partie inférieure du genou jusqu'à la cheville. Le tibia, c'est un os triangulaire. Et la partie antérieure et interne, donc la partie antéro-interne, elle n'est pas, il n'y a aucune insertion musculaire dessus. Et elle est sous-cutanée, donc elle est directement palpable sous la peau. Voilà, donc ça c'est une des faces du triangle. La pointe, imaginez la pointe, elle est devant. Et bien, vous allez pouvoir palper toute une des parties, la partie antérieure et intérieure, médiale. Vous pouvez la palper tout du long de la jambe. Il n'y a aucune insertion musculaire dessus. Alors, est-ce qu'on va le voir? Enfin, ici, il y a juste les muscles de la patte de doigt. Faut pas que je dise quand même trop de bêtises, mais sinon, à la face interne, il n'y a pas d'insertion musculaire. Voilà. Là, on le voit. C'est un récap. Là, vous avez donc le tibia en forme de triangle. Là, vous imaginez que c'est entre guillemets, la pointe du triangle, c'est la crête qu'on sent à l'avant du tibia, ici. Vraiment, vous avez votre tibia, vous avez la pointe. Ça, c'est la pointe. Et vous voyez, à la face interne, il n'y a rien, sauf la terminaison en haut des muscles de la patte de doigt, mais on les sent à peine. C'est des tendons très minces, très fins, qui sont un peu, pareil, un peu enchâssés les uns avec les autres. Ça fait comme une nappe, comme ça, fibreuse. C'est pas un gros tendon comme vous pouvez sentir au niveau du tendon d'Achille ou des ischio-jambiers. C'est une sorte de nappe. Donc, ils sont pas faciles à palper. Des fois, vous pouvez sentir comme une zone un peu... comment je pourrais dire ça? Comme s'il y avait un petit peu d'eau. Ou, voilà, on sent une zone un peu plus... avec un peu plus de tissu. Voilà, c'est pas de l'os directement. Donc là, on peut sentir l'insertion de la patte d'os. Souvent, c'est un peu sensible d'ailleurs. Mais si vous descendez en dessous, ben, le reste de cette face-là, il n'y a absolument aucune insertion musculaire. Alors qu'il y en a sur les autres faces. Est-ce qu'on va voir? Ah voilà, là on voit une coupe. Là, ils ont pris un tibia, un péroné. Ils les ont coupés en travers comme ça. Et là, on regarde par le dessus ou le dessous, peu importe. Là, on regarde par le dessous. Et là, on voit bien la forme triangulaire de notre tibia. Et là, cette face-là, la face interne, médiale, il n'y a aucune insertion, sauf les muscles de la patte de doigt. Les muscles de la patte de doigt qui sont sartorius, gracile et le semi-tendineux qui est un des muscles ischio-jambiers. Voilà. Attendez, je remets ça dessous, comme ça je suis tranquille. Hop. Là, on est bon. Donc je reprends où j'en étais. Tibia forme le genou. Patella. Tibia, il dit rien, ils disent trop rien sur la fibula. On verra tout à l'heure dans le tableau. Donc là, notre tibia, c'est un os long. Il est large et il porte lui aussi le poids du corps, forcément en conséquence de tout ce qu'il y a au-dessus. Lui aussi, il va quand même porter tout le poids du corps. Et en dernier, ce seront les pieds. Surface articulaire de donc l'épiphyse proximale, ici, c'est un large plateau qui s'articule avec les condyles. Voilà, là vous allez avoir deux plateaux, on voit, il y a deux plats.
pour porter les condyles. Là, on le voit bien, les deux plateaux pour porter les condyles. Voilà. On le voit assez bien. La tubérosité tibiale, c'est la région d'insertion du ligament patellaire. Le ligament patellaire, c'est la terminaison, c'est la fin du quadriceps. En fait, hein, vous avez votre quadriceps qui englobe la patella, la rotule, et qui va finir. Si vous palpez l'avant, juste sous le genou, là, à l'avant du tibia, mais il y a une pointe, il y a une crête là, il y a une tubérosité. Et ça, c'est la fin, c'est l'insertion, ici, du quadriceps. C'est la fin du quadriceps, ici. Et parfois, elle s'inflamme, cette zone-là, et ça s'appelle la maladie de Osgood-Schlatter. C'est une épiphyse de croissance, donc c'est une inflammation de l'insertion là, de cette terminaison musculaire. Et sous la contrainte, pareil, ça arrive chez les jeunes qui sont assez sportifs, sous la contrainte, l'os va faire de l'os, mais de l'os à profusion, trop. Il va trop produire d'os avec la contrainte. Donc, ça va créer une inflammation et une excroissance. C'est des gens qui ont une tubérosité tibiale qui est très proéminente. Ça fait vraiment un pic. Voilà. Et si vous voyez des gens comme ça à la plage, vous pouvez peut-être vous dire qu'adolescents, ils ont eu cette pathologie, la maladie d'Osgood-Schlatter, qui est une épiphysite de croissance, donc une inflammation de cette zone d'insertion musculaire du quadriceps. Vous avez la même chose sur le tendon d'Achille, au niveau du talon, qui s'appelle la maladie de Sévère. Ah, merci pour le follow. Soleil. Merci beaucoup, bienvenue. J'espère que ça va bien. J'espère que vous allez tous très bien d'ailleurs. Hop, donc ça, c'est notre tubérosité tibiale antérieure ou aussi appelée TTA pour aller plus vite. Tac. Ensuite, la surface articulaire à l'inférieur, inférieure, pardon, parce qu'on a notre surface pour l'épiphyse proximale, mais notre os long, il a aussi, comme d'habitude, notre épiphyse distale. Et là, il y a une surface articulaire avec qui ? Le pied, en tout cas la cheville, notamment avec l'os qu'on appelle le talus ou l'astragale. Peut-être avez-vous déjà entendu ce terme, talus ou astragale. C'est cet os là. On le voit ici, un peu cubique. En fait, il est en forme d'escargot pour schématiser. Et là, c'est comme si vous aviez la coquille, voilà, la coquille de l'escargot. Est-ce qu'on va le voir un petit peu mieux ? Ah voilà, donc là, la maladie de Sévère que je vous disais tout à l'heure, c'est une inflammation de cette zone-là, l'insertion du tendon d'Achille. Et la maladie de Osgood-Schlatter, c'est l'inflammation de cette partie-là, à la face antérieure, donc le tendon du quadriceps. Alors, est-ce qu'on verrait un petit peu mieux ce talus ? Une petite forme d'escargot là. Voilà. Là, on le voit. Vous imaginez, ça fait comme une sorte d'escargot. Donc sa coquille, sa tête, puis la queue de l'escargot, entre guillemets, hein, c'est très schématisé. Mais le tibia, il va venir se poser comme ça, par-dessus la tête. Voilà. Au niveau du pied, hein, il va venir comme ça. Et entre le tibia et le péroné, donc entre tibia et fibula, ça va venir faire une pince, en fait, et ça va venir pincer le pied, en fait. Ça va venir faire une pince comme ça, au niveau de la cheville. On le voit bien là, ça va venir pincer, en fait, la cheville. On le voit un peu là. On le reverra tout ce qui est articulation. Là, on a le tibia, on a la fibula, et ça va venir faire une pince comme ça. On appelle ça une sorte de mortaise. Donc, c'est une mortaise qui recouvre le talus au niveau de l'articulation de la cheville. Et on voit la malléole. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là aussi, les malléoles. On a la malléole fibulaire
et la malléole tibiale, donc médiale. Quand vous palpez la cheville, vous avez une boule de chaque côté. C'est ça les malléoles. À l'intérieur, c'est le tibia, et celle qui est à l'extérieur, c'est de la fibula, c'est du péroné. Voilà. Et en dessous, vient être pincé, là, l'os talus. Voilà. Alors, quelle couleur on va se faire sur le vert. Vert, c'est bien vert. Et donc, on a, au niveau de notre épiphyse, nos plateaux, là, l'épiphyse proximale, donc proche de la racine du membre. On a nos deux plateaux tibiaux. Et là, on voit quoi? Deux petits pics. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On voit deux pics. Ces deux petites dents, là, ces deux petits pics, c'est les zones d'insertion des ligaments croisés. Eh oui. Je ne sais pas si vous le verrez peut-être un peu mieux là. On a deux petits picots là. Là, on a nos croisés et viennent se poser d'ailleurs sur les plateaux là, nos ménisques. Ah ben voilà, là ils le mettent. Là, on voit nos deux croisés, l'antérieur, le postérieur, ils viennent s'insérer sur les deux petits picots qu'on a au niveau des plateaux tibiaux. Hop, voilà notre diaphyse. Donc ça, c'est le milieu des os longs, la diaphyse. Et on arrive sur notre épiphyse distale avec la malléole médiale pour former la pince tibio-fibulaire entre tibia et fibula. Tac. Donc notre tibia qui est un os triangulaire. Voilà. Et il n'est pas rare d'avoir des fractures conjointes tibia-péroné, donc tibia-fibula. Comme ça casse au milieu et ça casse les deux os d'un coup. Tac. Voilà. Ça, c'est notre tibia. Et ensuite, on va voir qui? On va voir notre fibula. C'était aussi un os long. Hop là, attendez, je vais mettre un peu de niveau, là vous allez rien voir. C'est un os long qui est grêle. Grêle, c'est mince. Hein, c'est un os qui est tout fin, tout maigrelet. Il est destiné principalement à des insertions musculaires. Voilà, c'est la combinaison de ces deux os permet d'avoir une sorte quand même d'élasticité. Voilà, au niveau de la jambe. Cette pince, et entre les deux, il y a une membrane qui est là pour donner aussi un petit peu d'aisance. Hein, on la voit ici. La membrane qui est là. Hop là. Et là, sur laquelle viennent aussi s'insérer des muscles. Hein. Et sur la fibula, on voit, elle est remplie d'insertions musculaires partout, 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 partout. Tous les muscles fibulaires notamment. Et la fin d'un des ischios aussi sur la tête du péroné, c'est le biceps fémoral qui s'insère. On a le semi-tendineux, un des ischios aussi qui vient ici sur la patte doigt. On en a un autre sur la tête du péroné et on en a un à l'arrière, le semi-membraneux. Voilà les trois ischio-jambiers. Et voilà la fibula qui, elle, est articulée directement avec le tibia. Il ne rentre pas officiellement dans l'articulation du genou. Hein. Puisqu'elle a sa propre articulation avec le tibia. Et voilà, et sa malléole latérale pour
former la pince pour la cheville. 4. Et voilà. Mince, j'ai oublié de finir ma légende là, comme d'habitude. Voilà. Alors, hop, attendez, juste je coupe un petit instant. Je reviens dans 1 minute. Voilà. Désolée. Hop, I'm back. Et donc là, on venait de terminer notre fibula. Et on a toujours une petite note clinique. Qu'est-ce que ça nous dit? La plupart des fractures du fémur siègent au niveau du col fémoral, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, au niveau de la capsule articulaire. Les fractures du tibia sont les plus fréquentes à l'endroit où la diaphyse est la plus étroite, à la jonction tiers inférieur, tiers moyen de la diaphyse. Donc, on est plutôt sur le dernier tiers. Ici, c'est là où le tibia, lui, est le plus fragile. Là, le fémur, c'est ici. Le tibia, ce sera ici. Les fractures fibula sont classiquement situées juste au-dessus de la malléole. Voilà, classiquement, juste au-dessus de la malléole. Côté externe. Hop. Et on avait aussi sur les os, je me souviens, une petite note clinique. Est-ce qu'elle était là? Peut-être avant. Ah oui, je crois que c'était vers là. Voilà. On reparlait de l'ostéoporose quand on parlait du squelette. L'ostéoporose, on en parlait aussi tout à l'heure, ce qui veut dire os poreux. C'est la maladie la plus habituelle de l'os. Elle est le résultat d'une inadéquation entre résorption et formation de l'os. Il y a plus de résorption par les ostéoblastes, par les ostéoclastes, pardon. Il y a plus de résorption par les ostéoclastes qui sont là en train de casser à outrance de l'os par rapport à la formation de l'os par les ostéoblastes. Et ça expose les structures osseuses à un risque accru de fracture. Voilà, chez les Américains, on a environ 80% des femmes qui font de l'ostéoporose, ce qui est quand même énormissime. Donc voilà, supplémentez-vous en vitamine D parce qu'on est tous carencés. Tous, on ne passe pas assez de temps dehors, donc dans nos vies modernes. Tac, donc là, voilà. Et là, c'était les articulations. Donc, ce sera pour une autre fois. On parlera aussi une autre fois de l'articulation de la hanche, un peu plus précisément. On parlera un peu plus précisément aussi de l'articulation du genou. Là, on va voir qu'on aura du pain sur la planche parce que là, il y a du beau monde. Hein.
Mais en attendant, on a fait notre petit tour au niveau de l'os, pardon, du membre inférieur, cuisse, jambe. Le pied, ce sera pour plus tard, parce que là aussi, il y a du beau monde. Donc on a vu notre fémur, notre patella, notre tibia et notre fibula. Et on a vu comment s'organisait aussi notre os, voilà, au niveau cellulaire, physiologique et histologique. Donc c'était une belle session de stream encore ce matin. Enfin, je dis toujours ça, mais il est 13h30. Donc je vous remercie. On est quand même, voilà, on est à plusieurs planches. On va bientôt arriver à la fin de toute la partie ostéologie. Il va nous rester le pied aussi. Voilà, et après on pourra parler un peu plus des organes, des muscles. On a encore plein de beaux streams en perspective. Donc merci encore d'avoir suivi. Merci pour les follow. Merci pour votre présence, votre belle énergie comme d'habitude. Surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez que je reprécise, si je vais trop vite ou quoi. Enfin voilà, dites-moi, faites-moi part de tout ce qui vous vient, des expériences personnelles, des anecdotes. Je prends tout. Voilà, merci encore pour tout. Vous retrouverez évidemment d'ici quelques semaines aussi ce stream en rediff sur ma chaîne YouTube. Caro _ donc tiré du bas stream, STREAM. Et voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, il me reste qu'à vous souhaiter une super bonne après-midi, une belle journée. Et puis on se retrouve plus tard sur un autre live Anat ou sur un live gaming. Voilà, merci encore pour tout. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre présence. Ça m'encourage énormément. Je suis trop heureuse de pouvoir vous partager voilà, mon savoir. Et ça me fait travailler mes petits méninges aussi. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très vite. Prenez grand soin de vous et de vos proches aussi. Merci pour tout. Et puis, à une prochaine.